Michel Drac va mieux en exclusivité universelle mondiale dans la France du monde francophone. Michel Drac est vivant. Salut Michel. Salut. Comment tu sais que je suis vivant? Peut-être qu'en fait c'est un Skype depuis l'au-delà. Tu sais pas, tu peux pas être Peut-être, sûr. d'où la lumière derrière toi et tu es Exactement. avec les anges. Tu peux pas savoir, hein. Bon, ben, au fil de ces derniers mois, nous avons correspondu de manière privée, donc évidemment, à chacun de mes lives, les gens me disent, est-ce que Michel Drac va bien? Il va bien, tu as l'air en forme. Comment se passe ton confinement, ton arrêt domiciliaire comme tous les autres Français et même pas que Français? Bah, ça se passe que je suis assigné à résidence de manière arbitraire par un État qui solde sur moi son incompétence. Bon, ce qui me console, c'est que c'est le cas, je pense, d'une forte minorité au sein de la population mondiale. Donc déjà, tu te sens moins seul, quoi. C'est moins douloureux d'être en tôle quand, de toute façon, t'as 1 milliard de co-détenus, quoi. Ensuite, je vais être honnête, je pourrais me la jouer. Ouais, c'est terrible, je suis malheureux, je suis martyrisé, etc. Bon, la vérité, c'est que je suis assigné à résidence dans une ferme avec 2 hectares de terrain privé au milieu d'une forêt. Donc, si tu veux, bon, appeler ça l'enfer sur terre, ça serait quand même un peu exagéré, quoi. On va dire que c'est un purgatoire aménagé. Donc, ça va, quoi. Très bien. Mais une pensée pour, tu vois, les gens, le genre habitant en proche banlieue parisienne, dans une zone très peu verte, et dans un 40 mètres carrés à deux ou un 60 mètres carrés à deux avec les enfants, une pensée pour eux, quoi. Parce que là, par contre, ça doit commencer à devenir quand même fatigant, je pense. Alors, la France a subi ce virus. Quelle est ton analyse synthétique, on va dire, de toute cette crise que l'on traverse en ce moment? Mon analyse synthétique, d'abord un premier constat, c'est qu'il est trop tôt pour produire une analyse synthétique solide. C'est-à-dire qu'il nous manque trop d'informations. En particulier, on ne peut pas encore connaître réellement l'indice de contamination et le taux de létalité du Covid. Donc on ne sait pas encore si la crise sanitaire était réelle et justifiait les mesures quand même extrêmement coûteuses qui ont été prises, ou si en fait le pouvoir s'est saisi d'un prétexte pour déclencher une manipulation à très très grande échelle. Pour l'instant, on ne le sait pas. On n'a tout simplement pas les informations de base pour le déterminer. Bon, alors il faut explorer plusieurs pistes à partir de là. Donc on va explorer les 2 grandes pistes. Première piste, le Covid, c'est vraiment méchant. Le taux de létalité est réellement significatif et pas seulement pour les octogénaires. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Mon analyse, c'est qu'on voit que tous les États du monde, à des degrés divers, ont été surpris. Certains étaient beaucoup, beaucoup mieux préparés que d'autres. Et la première leçon pour nous, Français, c'est qu'on est clairement en queue de peloton, quoi. Je veux dire, on était manifestement un des pays les plus mal préparés, clairement. Donc, il faudra se poser des questions, se demander comment on en est arrivé là, et comment un pays qui met tant d'argent officiellement dans son système de santé peut se retrouver comme ça, complètement pris de court. C'est assez étrange et il va falloir quand même, à mon avis, vraiment que la population mette la pression au pouvoir sur le thème. Bon, écoutez les gars, vous nous expliquez partout que vous êtes l'élite et que vous décidez à notre place. Alors nous, on veut bien parce que, ok, on est d'accord qu'on n'est pas compétent en virologie, mais une élite, ça se juge sur ses résultats. Une élite, d'une certaine façon, c'est un prestataire de service pour le peuple. Et là, les résultats, ils sont pas là. Donc ça, c'est si on admet que le Covid, en fait, c'est une vraie crise sanitaire. Le premier constat pour nous Français, c'est on a merdé, quoi. Il y a un truc qui va pas. Bon. Deuxième hypothèse, en fait, le Covid, c'est pas une vraie crise sanitaire. Bon, moi, ce qui me frappe de toute façon, si tu veux, c'est que c'est un virus, je dirais, qui a le sens de l'à-propos. Je veux dire par là qu'on savait très bien, on en avait parlé ces dernières années,
on savait tous qu'on allait vers une réédition de la crise de 2008 en pire. On ne peut pas dire exactement quand, mais on se doutait que ça serait vers 2020 ou un truc comme ça. Et là, tu vois, le Covid arrive, genre, bon, moi je suis un virus sympa. Je suis pas comme le bacille de la peste qui est arrivé en 1347 sans crier gare. Moi, j'attends pour arriver le bon moment, tu vois, le moment où je vais être un virus utile. Et là, je me pointe, et là, on peut d'un seul coup faire quand même énormément de choses qu'en temps normal on peut pas faire, et en particulier injecter dans le système des masses considérables de liquidités. Mais c'est pas parce que les dirigeants sont nuls et ils n'ont pas tiré les leçons de la crise de 2008, c'est parce qu'il y a eu le Covid. Donc moi, le Covid, je prends tout sur mes petites épaules de virus, et c'est bon, c'est de ma faute. Il est quand même très sympa, si tu veux. Tu te dis, là, bon, c'est un constat qu'on peut faire. Après, ça prouve rien. Je veux dire, le hasard existe. Hein. Ça peut être une vraie crise sanitaire, et bon. Mais juste, si c'est le cas, bah, c'est un virus sympa, quoi. Il est venu au bon moment. Et puis après, bon, bah, tu peux te dire aussi, peut-être que c'est pas venu non plus tout à fait spontanément. Voilà, j'ai lu, tu vois, tu peux imaginer que des conspirationnistes fous vont lancer un délire sur le thème « Si j'étais un mec de la CIA, par exemple, ou du MI6 ou d'un service occidental, et que je veuille déclencher une pandémie mondiale pour un agenda caché, j'irais, par exemple, injecter ce truc-là à proximité d'un laboratoire militaire de l'armée populaire de libération, par exemple à Wuhan. » Par exemple. Bon, c'est une hypothèse, c'est possible. Tu peux pas t'empêcher, si tu veux, aussi de considérer ce genre d'hypothèse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, on le voit, t'as des mecs qui se tiennent plus de joie. C'est-à-dire que tous ceux qui rêvent de pouvoir pucer le troupeau dans tous les sens pour un contrôle social total et qui sont devant Xi Jinping, tu vois, comme l'aristocratie britannique d'extrême droite devant Hitler en 1936, à peu près, ils s'en peuvent plus, quoi. Bill Gates est prêt à généraliser sa philanthropie, 14 paires de guillemets s'il vous plaît, à l'échelle mondiale pour tout le monde, vaccins, puçage, etc., contrôle social dans tous les sens. Bon ben ça, ouais, ça ressemble quand même à un moment à l'application d'un agenda caché. Et en fait, moi j'ai quasiment la certitude que l'agenda caché existe et qu'on est sur le point de nous le dévoiler. La seule question que je me pose en fait, c'est est-ce que le virus est juste venu par hasard et ils ont sauté sur le prétexte, ou est-ce qu'ils l'ont carrément provoqué? Voilà. C'est à peu près ma perception des choses à ce stade. L'économie est en arrêt sévère. Beaucoup de petites entreprises, petits commerçants vont être parmi les plus touchés et ceux qui vont subir le plus. Est-ce que les mesures ne sont pas en train de tuer le patient? Bah, tu réponds à la limite à la question en la posant, c'est-à-dire que oui, évidemment, c'est bon, c'est trop tôt pour savoir exactement ce que seront les conséquences économiques là encore. Bon, ce qui est sûr déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels c'est une vraie peste noire économique, quoi. C'est-à-dire que les taux de mortalité du Covid, au sens biologique, vont être sans rapport avec la peste noire du XIVe siècle. Mais les taux de mortalité économique dans certains secteurs, ça va être comme la peste noire, quoi. C'est-à-dire, la restauration, non mais laisse tomber, je veux dire, t'expliques aux gens pendant 2 mois que s'ils s'approchent de quelqu'un à moins d'1 mètre et s'ils portent à leur bouche un truc qu'ils n'ont pas désinfecté 42 fois, ils vont attraper la mort qui tue, et après tu crois qu'ils vont aller au restaurant? Moi j'attends que ça. J'attends que ça pour retourner au restaurant. Ouais, mais déjà, faut pas oublier un truc, c'est que aujourd'hui en France en tout cas, quand tu rentres dans un restaurant, l'âge moyen des clients est indexé sur le prix du menu, si tu veux. C'est-à-dire en gros, l'économie de service en France, je sais pas comment ça marche en Suisse, mais ça doit pas être très différent à ce niveau-là, je pense. Ça fonctionne en grande partie par le recyclage des revenus relativement élevés du troisième âge. Or, bon, effectivement, les quadragénaires et jeunes quinquagénaires, effectivement, moi aussi, je vais retourner au restaurant quand il y aura plus de confinement, si tu veux. Parce que bon, je crains pas
spécifiquement. Je ne suis pas tétanisé en me disant je vais attraper la mort qui tue. Et je pense que les mecs qui ont 60-70 ans, là, c'est pas pareil. Or, c'est eux qui faisaient tourner en grande partie la restauration. Donc, non, je pense que les restaurateurs, à mon avis, ils vont, si j'ose dire, ils vont manger. T'as l'hôtellerie, t'as le tourisme, t'as une partie de l'industrie du spectacle. En fait, notre système économique en Occident était quand même très largement appuyé sur des services à la personne non exportables. Capote, en grande partie. Donc ça déjà, il faut voir ce que ça va impliquer en termes d'évolution des taux de chômage, en termes d'évolution du taux de défaillance des entreprises. Ça va faire mal. Puis alors après, tu as un autre problème, mais ça c'est trop tôt par contre là pour avoir vraiment un avis, c'est tout ce qui est ces schémas productifs et logistiques surintégrés et pas facilement dévulnérabilisables. Dans quelle mesure on va réussir à remettre en place tout ça rapidement après le déconfinement? Peut-être que oui, peut-être qu'en fait ça va redémarrer très vite. Peut-être qu'en fait on va s'apercevoir qu'on a plein d'acteurs un peu partout qui ont des problèmes financiers considérables et que sans eux, en fait, il y a des ressources critiques qui commencent à manquer dans le système. Mais ça, tu peux pas le savoir à l'avance et c'est très dur à modéliser parce que le système est hyper complexe, il défie toute modélisation. Et pour identifier les ressources critiques qui peuvent manquer ou pas, tu vois, bonjour, faut s'accrocher. Donc là, ça sera un wait and see, je veux dire, on va voir. Mais de toute façon, le coût économique va être terrible, ça c'est sûr. Après, la question c'est, en fait, tu vois, je vais te dire, on n'a jamais, depuis qu'on se cause, on n'a jamais eu vraiment de divergence d'analyse majeure, mais on avait une divergence d'intuition. Ton intuition, c'est que le truc va s'effondrer, au sens de Joseph Tenter, c'est-à-dire en gros, dislocation politique et donc dislocation des schémas logistiques et productifs rendus possibles par l'ordre politique. Et mon intuition à moi, c'était que le truc allait commencer à s'effondrer, mais qu'ensuite il se solidifierait par la dictature, qui tiendrait encore 1, 2, voire 3 décennies en écrasant les peuples, et qu'il s'écroulerait qu'après cette période de resolidification violente. Mais je pense qu'on va avoir la réponse, en fait. Oui. Voilà. C'est maintenant qu'on va voir. On saura si c'est les optimistes ou les pessimistes qui ont raison sur l'effondrement, la nature de l'effondrement. Mais il est certain que la dérive totalitaire, elle est évidente partout. On ne peut pas savoir ensuite si elle sera utilisée à bon escient ou pas. Parfois, il est arrivé que des dictateurs dans l'histoire aient fait des choses excellentes pour les peuples et pour leurs économies et puis qu'ils se soient ensuite relâchés, ça arrive. Mais il y a un problème de compétence, c'est-à-dire que au-delà de la malveillance ou de la bienveillance du système dictatorial, il y a aussi cette capacité qui aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, et en France particulièrement, et je le dis, et je devrais ajouter même la Suisse dedans, dans certains secteurs, ont montré une assez grande incapacité, une lenteur de prise de décision, voire par moments de la petite tactique extrêmement malsaine et népotiste et comment dire, je cherche le mot, presque du tiers-monde. Il y a ce côté, allez, on sait que c'est dangereux, mais on va quand même faire les municipales, ou je sais pas on va quand même laisser aller les gens voter, et puis après on arrête. Ça a été d'une veulerie et d'une petitesse assez qui en dit long sur l'incompétence et sur l'incapacité de ces dictatures de même savoir faire le job de dictateur. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que l'histoire peut très bien nous donner raison, parce que ils sont nuls. En fait, en France en tout cas, je sais pas comment en Suisse vous percevez la chose, mais en France, ouais. ce que les citoyens français ont perçu, mais très très majoritairement quoi, c'est on est vraiment dirigé par des gens qui sont pas bons. Je veux dire par là que ils ont été grotesques. Ils nous ont expliqué oui non mais les masques ça sert à rien.
Et puis finalement, ah bah si, non, mais si, ça sert à quelque chose. Mais bon, vous avez dit que ça servait à rien parce qu'on n'en avait pas assez pour les soignants, mais vous nous en voudrez pas. T'imagines un peu, je veux dire, un État qui te dit, 15 jours après t'avoir expliqué un truc, non mais on vous a menti. Mais c'est juste parce qu'on voulait cacher le fait qu'on n'avait rien préparé, c'est pas grave. C'est mortel. Enfin, je veux dire, en termes d'image du gouvernement, c'est catastrophique. Ils ont nié le problème jusque tard, hein, jusqu'au début du mois de mars encore, où Macron est allé au théâtre pour inciter les Français à sortir. Et puis ensuite, ils ont eu apparemment une prise de conscience, alors, ou du fait que c'est un vrai problème, ou que les consignes qui leur ont été passées dans le cadre des instances internationales ont changé, je ne sais pas. En tout cas, là, d'un seul coup, ils se sont réveillés. Et en fait, au lieu de réfléchir posément, bon, on va essayer de réduire la contamination au maximum tout en préservant le tissu économique, ils ont confiné tout le monde. Ça, c'est aussi en partie l'héritage français. Il y a un côté en France, tout le monde au même pas dans le. Voilà. Bon, une raison aussi, c'est qu'ils n'avaient pas les tests, ils n'avaient pas les masques, ils n'étaient pas prêts du tout, quoi. Alors, effectivement, ça donne une image, en tout cas, d'incompétence à peu près complète. Et c'est vrai que une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, à supposer que derrière tout ça, il y a un agenda caché, est-ce qu'en France, en tout cas, la bande de truffes qui nous sert de gouvernement est tout simplement capable d'appliquer cet agenda? Bonne question, bonne question. Moi, je vais te dire un truc. J'ai observé une chose. Bon, j'ai plein de copains qui sont comme moi employés dans des grandes structures, des grandes entreprises. Et on en a parlé récemment avec quelques potes. On a tous observé la même chose. Il y a un phénomène curieux qui s'est produit dans les très grandes entreprises avec cette histoire du coronavirus. Si tu veux, d'un seul coup, tous les mecs en fait qui servaient pas à grand chose, ça s'est vu. Ça s'est vu, quoi. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, dans les grandes structures, dans les grandes entreprises, bon, tu as une prolifération absolument dingue de la technocratie. Mais il faut savoir un truc que je pense que les gens qui n'ont jamais évolué dans ces grandes structures ne savent pas, que toi tu sais, puisque c'est ton parcours qui t'a éclairé là-dessus, mais beaucoup de gens ne le savent pas, c'est qu'en fait, il y a deux types de technocrates. C'est-à-dire qu'il y a des technocrates qui sont technocrates, et ça pose problème qu'ils soient technocrates, parce que ça veut dire qu'ils acquièrent un pouvoir par la technique, ce qui ne leur confère pas de légitimité en réalité, mais au moins c'est des vrais techniciens. Voilà. C'est des ingénieurs, des gens qui ont une véritable expertise dans un domaine quelconque. Alors, qu'ils fabriquent une technocratie pose problème, parce qu'évidemment c'est un défi à la démocratie, mais au moins ils ont une légitimité, ils servent à quelque chose. Puis tu as des masses de mecs, en fait, qui se sont greffés dans ces structures-là un peu à tous les niveaux, et qui n'ont pas de vraie technicité. Simplement, ils fabriquent du bruit organisationnel et ils justifient leur existence par leur capacité à supprimer le bruit organisationnel qu'ils ont eux-mêmes généré collectivement, si tu veux. C'est comme ça que ça marche. Et ce qu'on a vu là dans les grandes structures avec la crise du coronavirus, c'est que quand il y a eu cette mise en confinement d'un seul coup de tout le monde, donc il y a eu 15 jours à peu près où tu as eu une sorte d'effondrement de la réunionite dans beaucoup de structures, dans beaucoup d'endroits. Parce que il n'y avait plus possibilité d'organiser des réunions. Et puis au bout de 15 jours, on a vu les fanas de la réunionite se déchaîner. Et bon, c'est vrai dans tout. J'ai plusieurs potes qui bossent dans plusieurs structures, c'est vrai partout. Et parce qu'avec les outils de télétravail, aujourd'hui, tu peux très bien faire de la réunionite à volonté à domicile, quoi. Et alors là, d'un seul coup, les mecs, ils se sont déchaînés avec un seul objectif réel et plus ou moins conscient, je pense souvent préconscient, je dirais, continuer à donner l'illusion, à se donner l'illusion mutuellement de servir à quelque chose.
Et je pense que ce phénomène qui a été analysé par Graeber dans son bouquin Bullshit Jobs a pris, en tout cas en France, dans les grandes structures, une ampleur extraordinaire et que ça explique en partie la nullité incroyable de notre classe dirigeante et son incapacité à piloter concrètement les choses. Et à mon avis, si on doit essayer de tirer quelque chose de positif de cette crise, certainement, ça sera l'occasion quand même de regarder sérieusement qu'est-ce que c'est que ces technocraties, que ces couches technocratiques suraccumulées partout à travers notre système. D'autant que tu habites dans un pays où la taxation du travail est l'une des plus élevées du monde, si ce n'est la plus élevée du monde. Et c'est vrai que tu le faisais remarquer tout à l'heure, cet argent, où va-t-il? Il n'est certainement pas dans le meilleur système de santé du monde. Les infrastructures, elles sont bien en France, mais sont-elles toutes utiles? Et puis, il y a une grande partie de la population qui est soit inutile, comme tu viens de le décrire, soit, en plus d'être parasitaire sans être productive. Et la question, c'est que c'est un système qui est un peu en train de devenir une dystopie socialiste, unique au monde, un peu comme la Corée du Nord, dans un autre modèle évidemment, mais qui présage, voilà, peut-être qu'on a prévu, toi et moi, des effondrements, mais on a aussi cette particularité de mettre le doigt sur un pays francophone, la France, qui est l'un des plus à risque du monde, au monde. Honnêtement, ouais. Enfin, je veux dire, bon, la France, c'est un pays, si tu veux, qui est en train de se tiers-mondiser. On est en train de se transformer par tâche sur le territoire dans un truc genre undeveloped country, tu vois. Mais en même temps, on a plus de 50 tranches de centrales nucléaires dont on ne sait pas si on va pouvoir les entretenir, les fermer proprement ou rien du tout. Mais sinon, on veut être bons voisins, hein, vous inquiétez pas. Hein, on vous enverra de la radioactivité de bonne qualité, hein, c'est pas d'inquiétude. Hein. Bon, ouais, c'est sûr que. Ouais, c'est vrai que si les centrales nucléaires pouvaient péter plutôt en hiver quand les vents vont du nord à l'ouest, plutôt que le reste de l'année quand ça va de l'ouest à l'est, ça nous arrangerait. Bah écoute, ça on peut pas te dire. Hein. Tu sais, je veux dire, ça sera la surprise pour tout le monde. Hein. Nous en France actuellement, si je devais définir ce qu'on fait dans ce pays, tu vois, en gros, en fait, on empile les barils de poudre, tu vois, et on joue avec les allumettes en se demandant, alors celle-là, elle marche ou pas? Ah non. Alors celle-là, elle marche ou pas? Ah non. Tu remets un baril de poudre, là, s'il te plaît. Ouais, merci. Ah non, celle-là, non, putain, elles sont toutes mouillées. Hein. Ouais, il y en a bien une qui sera sèche dans l'eau. Hein. Ouais, le baril, là, tu le mets ici, là. Ouais. Ah, t'as de la nitroglycérine. Ah, c'est bien, tu le mets là aussi. Ouais, c'est... Ah non, là, c'est mouillé aussi. Et on ne sait pas quand ça va être sec. Hein. On ne peut pas savoir. Hein. Non, c'est une belle métaphore. Non, tu vois, je veux dire, il faut rester léger, sens de l'humour. Je pense que les gens ont besoin de vidéos où on rigole, où on dit les vérités, mais où on rigole, parce que le plus important, c'est de tout prendre à la rigolade. Tant que tu prends tout à la rigolade, tu peux finalement presque tout supporter. Bon, ça c'est un des grandes qualités du peuple français, de savoir rire et d'avoir un humour assez sympathique. En tout cas, il est plus sympa que celui allemand, par exemple, ou même italien. Et pour finir, ce que les gens ont aussi besoin, c'est que tu nous reviennes faire tes analyses régulières. Ouais, non, mais bon, tu sais, j'ai eu des trucs perso à régler là. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, j'ai passé un moment là qui était assez, qui m'a laissé quand même une certaine amertume dans la bouche, tu vois. Donc on va laisser le temps que l'amertume se dissipe pour pouvoir après refaire des vidéos légères et sympas en faisant des petites blagues, quoi. C'est ça. Quand toi t'es pas très bien, que t'es pas en super forme, c'est pas la peine d'aller casser le moral aux gens. Je vais attendre d'avoir complètement à nouveau envie de rigoler pour rigoler avec les gens, tu vois. Voilà. Très bien. De toute façon, ils en ont d'autres pour les informer, je suis pas indispensable.
Bon, en tout cas, je crois nous avons des publics nombreux qui te réclament. Ils devront donc être patients, mais ils voient donc que tu vas bien. Et voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de discuter avec toi comme à chaque fois. Et puis, ben, est-ce que tu as des projets de livres en cours qui sont dévoilables? J'ai plusieurs projets en fait de livres en cours. J'en ai un sur les générations. Mhm. J'en ai un autre que j'avais en cours, pour lequel j'ai rassemblé du matériau, mais que je vais peut-être accélérer vu les circonstances, qui traite de, comment dire, une tentative de vulgarisation des techniques de modélisation de la vulnérabilité des schémas productifs et logistiques. Je pense que c'est pas pour rentrer dans les détails des modes de calcul, mais je pense que ça aidera les gens à comprendre certains phénomènes. Je vais peut-être travailler là-dessus. Je verrai. Enfin, de toute façon, je sais pas encore, ça se fera dans les mois qui viennent. Parfait. Mais je suis toujours vivant. Enfin, je suis toujours vivant. Non, en fait, maintenant, je peux le dire. Cette vidéo est en direct depuis l'enfer, bien sûr. Là, j'ai mis un truc qui ressemble au paradis derrière, mais c'est pour donner le change. Avec ma vie, forcément, c'est en enfer. Hein. Bon, là, je vais retourner en cellule avec Adolphe et Ariel qui font un tank attack. Puis, on va s'éclater. Très bien. À très très bientôt. Et je mettrai le lien du site. Tous tes livres sont réédités, on peut les trouver. Je mettrai le lien du site où les gens peuvent les obtenir. Ils sont de plus en plus utiles et importants à lire. Ok. À bientôt. Écoute, merci. Allez, salut.